Voilà, donc bonjour. Ce webinaire qui est organisé avec le groupe de travail Compliance et Digital de l'AFJE et du Cercle Montesquieu, mais aussi avec la société Smart Global Governance, ainsi que Altares DEB, et on a la chance d'avoir Olivier Fauqueux de La Poste. Donc, autour de cette table virtuelle, nous avions Olivier Guillot, qui est le président fondateur de Smart Global Governance. Nous avons un autre Olivier, Olivier Fauqueux, qui est le directeur juridique groupe de La Poste. Et nous avons Laurent Luce, qui est de chez Altares DEB, Dun & Bradstreet. Nous devions avoir Audrey Morin, directrice compliance de Schneider Electric. Malheureusement, Audrey est souffrante, donc elle vous prie de l'excuser. Vous présente toutes ses excuses. Elle ne pouvait pas être présente ce matin. Voilà, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. On va avancer avec l'ensemble des participants et des désormais plus de 130 personnes présentes. Donc, toujours la même règle. Si vous pouvez rester en mute, c'est mieux pour le son et mieux pour tout le monde. Si vous voulez intervenir, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une levée de main avec cette main qui est tout en haut de votre écran et je pourrais ainsi vous donner la parole. Soit vous pouvez utiliser le chat et poser les questions. On essaiera d'intervenir et de vous faire intervenir au fur et à mesure. Marc, tu as déjà levé la main. Marc Jani, tu as une question? Tu voulais juste faire un essai peut-être pour monter la main. Alors, on va peut-être démarrer avec nos intervenants. Olivier Guillot, peut-être démarrer avec toi, Olivier, Smart Global Governance. J'essaie de voir surtout où est Olivier Guillot pour que je puisse le faire intervenir. Je suis là. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, ce qui était intéressant, on a échangé ensemble sur d'abord peut-être poser le décor et puis nous dire ce que l'on est en train de voir à travers cette évaluation de tiers et cette digitalisation d'évaluation de tiers. Oui, bien volontiers. Je vais partager mon écran. Et je vais vous raconter une histoire. Alors en fait, c'est l'histoire d'un voyage entre un acheteur et puis son fournisseur. Donc en fait, la situation, c'est que Ted de la compagnie A est acheteur et veut travailler avec Sally qui est donc commercial dans la compagnie B. Ted veut lancer un nouveau projet et il a besoin de travailler avec la compagnie B, avec Sally, parce qu'elle propose un service qui peut lui être utile. Et Sally, en tant que commercial, a envie de vendre à Ted. Là, il y a d'autres personnes en fait qui rentrent en jeu. Donc déjà Gloria, qui est la compliance officer de la compagnie A, et qui dit à Ted, bah, bien volontiers, travaillons avec eux. Il y a une liste de documents qu'il faut juste remplir. Donc Sally reçoit les documents et demande à son responsable légal de l'aider parce qu'elle ne peut pas répondre à plus de la moitié des questions. Et Alex, donc le responsable légal, dit bah, écoutez, bien volontiers aussi pour aider. On a travaillé avec nos avocats et on a beaucoup de documents qui permettent de répondre aux questions. Sauf que quand il envoie ces documents, Gloria lui dit mais moi ces documents-là, ce ne sont pas ceux que j'ai demandés. Mais si, c'est bien cela que vous m'avez demandé, puisqu'en fait, regardez dans nos documents, tout ce qu'on a dans nos documents couvre vos demandes. Et oui, mais comme pense Gloria, en fait, je ne peux pas avoir différents types de documents par fournisseur. Donc, et Alex se dit, mais je ne peux pas répondre à différents jeux de questions pour chacun de mes. Olivier, on t'entend plus. Olivier Guillot, on ne t'entend plus.
Vous m'entendez? Voilà, très bien. Parfait. Toutes mes excuses hein, pour ceci. Donc, je reprends. Donc, l'idée, en fait, c'est de mettre en place un cadre de conformité commun pour permettre à acheteurs et vendeurs de travailler ensemble avec différents sujets. Le premier, c'est que si l'acheteur est une grande entreprise, ils ont des processus clairs, ils veulent que leur fournisseur réponde aux critères. Et si le fournisseur est plus petit, pour eux, le deal est vraiment important et il doit faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Mais il peut y avoir aussi l'inverse, où l'acheteur est une entreprise qui fait face à peut-être un Google, par exemple, qui sera inflexible sur ses processus. Et donc, voilà vraiment le sujet, finalement, qui nous occupe aujourd'hui. Merci. Alors ça, c'est intéressant et on voit d'ailleurs dans les recommandations et ce que demande la FAC que c'est la totalité des tiers. On va en discuter, on va aussi définir ces tiers sur ces sujets de corruption en priorité. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, on est à la fois, on peut être client une fois et puis partenaire ou sous-traitant une autre fois. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a quand même un grand nombre de données et un grand nombre de sujets qu'il faut traiter. Alors au début, lorsqu'on regarde sur le papier, ça paraît assez simple. Lorsqu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, qu'on veut essayer de gagner du temps et optimiser, ça paraît un petit peu plus compliqué. Peut-être Olivier Fauqueux, directeur juridique groupe de La Poste, on continue de regarder un petit peu les enjeux de la compliance, ou peut-être, je sais que toi tu parles des compliance. Ouais. Si tu peux nous en donner un petit aperçu. Absolument. Alors, ça va être un peu moins fun que l'animation d'Olivier Guillot, parce qu'effectivement, la compliance, on le sait tous, revêt depuis quelques années une importance de plus en plus forte. La preuve en est, et on peut parler de compliance maintenant, puisqu'on a même on a un code de la compliance qui vient de sortir en France. Donc le terme est absolument estampillé, à tout le moins par les éditions Dalloz. C'est la démonstration que tous les normes, les textes de compliance sont en complexification et en accroissement permanent. Pardon d'enfoncer cette porte ouverte, mais c'est un élément essentiel dans le dispositif. De même que les pouvoirs des différentes autorités de contrôle dans le domaine de l'ensemble de ces conformités et les niveaux de sanctions qu'elles sont amenées à prononcer augmentent également régulièrement. On sait tous la monstruosité des sanctions potentielles de la part des autorités américaines. On a vu notamment les banques avec des amendes qui se chiffrent par milliards d'euros, ou des entreprises industrielles type Alstom, etc. Même ce matin encore, Deutsche Bank faisait état d'une sanction de 150 millions d'euros au titre du FCPA. Mais dans d'autres types de conformités, ça c'est pour les lois d'embargo, les sanctions américaines, les sanctions internationales, en droit de la concurrence par exemple, on a vu là aussi une augmentation exponentielle, c'est un des termes du moment, avec en particulier, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit en France avec l'autorité de la concurrence. On a même franchi le cap du milliard d'euros de sanctions l'année dernière avec Apple devant l'autorité de la concurrence. Idem dans le domaine des données personnelles, avec la promulgation du RGPD, dont la CNIL avait annoncé qu'elle y serait très, très vigilante après 2018. Et de fait, on a vu en effet des sanctions l'année dernière de 50 millions d'euros contre Google. Son homologue britannique ensuite a embrayé le pas, l'ICO, en sanctionnant British Airways et Marriott à hauteur de plusieurs dizaines de millions de livres. Et puis là, pour Noël, le petit cadeau de la CNIL à l'attention de Google, 100 millions, à l'attention d'Amazon, 35 millions. Donc on voit bien la montée en puissance absolument phénoménale du niveau des sanctions. Donc, par ailleurs, l'élément nouveau de certaines conformités, notamment françaises, c'est que le défaut de conformité lui-même devient sanctionnable, même en l'absence d'infraction. Le fait même de ne pas respecter les processus de conformité qui sont imposés par ces processus, par ces programmes, par ces autorités, est en soi sanctionnable, d'où l'importance des outils dont on va parler. Donc, au vu de tout ça, il n'est pas étonnant que et la FJE et le Cercle Montesquieu se soient mobilisés pour créer ce groupe de travail qui est vraiment essentiel
pour toutes les entreprises qui sont confrontées à ces sujets. Et nous-mêmes à La Poste, avec nos collègues de la direction de l'éthique et de la déontologie et de La Poste Conseil, qui sont nos consultants internes, on a fait en fin d'année dernière un benchmark avec une quinzaine d'entreprises françaises, Ouais. que je remercie au passage. Et on est tous arrivés au même constat au terme de ce benchmark, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui l'outil magique qui permettrait de respecter tranquillement et d'appliquer sereinement l'ensemble de ces conformités. Donc on a vraiment un enjeu majeur. Évidemment, les résultats de ce benchmark sont transmis dans le cadre des groupes de travail AFJE et Montesquieu, mais qui iront bien au-delà. Donc en effet, comme tu disais Olivier, les conformités se multiplient. On a tous des conformités sectorielles spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces conformités sectorielles, par exemple le droit de la santé qui en ce moment est très en vogue, le droit des transports ou le droit du nucléaire pour les électriciens, etc. Ça, c'est vraiment des conformités très particulières que chacun de nous assumons dans nos domaines respectifs. Mais il y a un essor de conformités beaucoup plus généralistes qui s'appliquent à tous à partir du moment où on franchit les seuils. Donc j'ai évoqué tout à l'heure les sanctions internationales et les lois d'embargo avec une foultitude de listes extrêmement évolutives que nous devons tous respecter dans nos activités. De même, le dispositif anticorruption avec la loi Sapin 2 qui a été, et la création de l'AFA qui en a résulté, le devoir de vigilance, autre conformité nouvelle et spécifiquement française. C'est vrai que la loi Sapin 2 avec le dispositif AFA et le dispositif devoir de vigilance sont quand même spécifiques en ce qu'elles ne concernent que les entreprises françaises ou du moins les entreprises implantées en France. Donc ça, c'est vraiment pour nous, juristes et acteurs de la conformité en France, une spécialité qui peut-être explique qu'on ne trouve pas forcément tous les outils appropriés à l'échelle internationale. Ça n'intéresse que la France et les Français. Il y a probablement un élément d'explication là-dessus sur les débats qu'on aura tout à l'heure. De même, l'obligation de vigilance, là aussi, spécialité française, à distinguer du devoir de vigilance, comme vous le savez tous. Le RGPD, évidemment, puis la conformité bancaire ou les conformités bancaires, la directive abus de marché, transposée en France, et puis le droit de la concurrence. Donc, l'ensemble de ces conformités généralistes s'appliquent à l'ensemble des entreprises qui franchissent les seuils. Et au titre de toutes ces conformités, on a une obligation d'évaluer les tiers. Je vais peut-être, de ce fait, essayer de vous passer un petit slide. Et on a aussi les conformités qui nous viennent grâce à l'extraterritorialité d'autres pays qui vont s'appliquer sur nos entreprises et qui peuvent aussi avoir des impacts assez importants, voire très importants. Ce qui est aussi intéressant dans la Poste, c'est que tu as à peu près gagné sur tous les plans, puisque tu as à la fois la banque postale, donc tu as la conformité, comme je disais, sectorielle, puis tu as l'autre partie de la Poste, et puis c'est pas que français, c'est aussi international. On l'oublie parfois en parlant de la Poste. Absolument, parce qu'évidemment, les diligences, même si ça concerne les entreprises françaises, doivent s'appliquer à l'ensemble des activités des groupes français qui exercent et qui opèrent à l'international. Ça va de soi. Donc, vous avez effectivement ici sur l'ensemble des conformités généralistes que nous devons tous respecter. Mais là où la donne se complexifie, c'est qu'en plus, évidemment, en ce qui concerne l'évaluation des tiers, il y a une multiplicité de catégories de tiers que nous devons adresser, si vous me passez cette expression, dans le cadre de ces dispositifs. Et on doit screener pour chacune des couches de conformité différentes catégories de tiers. Donc on doit évaluer les fournisseurs, bien évidemment. On doit également évaluer les clients, les cibles M&A, ou les partenaires dans le cadre de joint venture, les intermédiaires commerciaux, les partenaires dans le cadre d'opérations de mécénat et parrainage,
et le cas échéant, pour certaines des conformités, également les salariés. Donc voilà, vous avez des couches et des croisements d'obligations de conformité qui conduisent nécessairement au sein des entreprises qui veulent les respecter à la mise en place d'une pluralité ou de multiplicité de systèmes, parce qu'évidemment, au jour d'aujourd'hui, et c'est bien tout le sujet, il n'y a aucun outil qui permette de traiter l'ensemble de ces conformités, de cocher toutes les cases, que ce soit les différents types de conformités ou les différents types de tiers à évaluer. Donc évidemment, tout ça constitue une complexité pour les entreprises d'avoir à gérer une conformité multidimensionnelle, et ça conduit naturellement à une accumulation des strates ou des silos qu'il est nécessaire d'interconnecter pour pouvoir avoir une vision un peu sécurisée et harmonisée des conformités. Par ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, Olivier, effectivement à juste titre, pour les entreprises françaises qui opèrent à l'international, le caractère multidimensionnel est encore amplifié puisqu'on ajoute des couches en fonction des pays qui sont concernés ou dans lesquels les entreprises opèrent, voire des activités différentes dans lesquelles les entreprises opèrent également. Donc au final, c'est quelque chose qui ressemble plus au Rubik's Cube pour ceux d'entre nous qui ont connu cette horreur, et voilà à quoi nous sommes tous confrontés aujourd'hui pour pouvoir être aborder d'une manière sereine l'ensemble des conformités, l'ensemble des obligations dans l'ensemble des couches concernées. Il y a une vraie nécessité, et ça on en a tous partagé le constat dans le cadre du benchmark qu'on a réalisé, une vraie nécessité d'avoir, je ne sais pas si on peut parler d'outils, mais en tout cas des solutions qui puissent permettre de traiter tout ça de manière optimisée et sécurisée. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Et en plus de ton Rubik's Cube, on a aussi la dimension de qui pilote. On a aussi au sein de Day One fait un benchmark sur ces sujets-là. On a à la fois le directeur compliance qui pilote, mais on a aussi parfois le directeur achat sur l'évaluation de tiers spécifiquement, ou parfois direction financière. Il faut aussi voir en fonction des directions. Et au-delà de ces parties prenantes, c'est même encore plus complexe puisqu'on va descendre d'un niveau sur les données et quelles sont les données qu'il va falloir regarder, qu'on va falloir utiliser, communiquer et mettre à jour, être sûr qu'on les met à jour, suivant, comme disait Olivier Guillot tout à l'heure, si on est client ou si on est sous-traitant, puisqu'on peut être les deux à la fois et ça peut être intéressant. Ah oui, tu as absolument raison. C'est l'autre aspect multifonctionnel de la chose, c'est qu'en effet, de nombreux acteurs de l'entreprise sont concernés. Au-delà des acteurs de la conformité, au-delà des directions juridiques, évidemment, beaucoup de métiers sont concernés, les acheteurs au premier chef, les commerciaux, tous les opérationnels. Donc il y a une nécessité non seulement d'interconnecter les outils, mais également d'interconnecter les fonctions et d'organiser les fonctions avec la plus grande fluidité possible. Donc on a des challenges et des enjeux nouveaux qui sont absolument passionnants. Ouais, tout travail d'interopérabilité entre les outils pour que les données soient communiquées d'un outil vers un autre avec une qualité, une sécurité parfaite. Peut-être Olivier Guillot, avant de passer à Laurent Luce d'Altares de Nel Brasserie, Olivier Guillot de Smart, j'ai beaucoup d'Olivier, de Smart Global Governance. Sur une première réaction, c'est peut-être d'ailleurs ce pourquoi Smart Global Governance s'est développé, s'est organisé autour de ce Rubik's Cube, tel que le nomme Olivier Fauqueux. Oui, tout à fait. En fait, on a nous-mêmes démarré Smart il y a plus de 2 ans autour d'une seule conformité, on va dire le RGPD. En discutant avec nos clients, on s'est bien tous rendu compte de ce qu'Olivier Fauqueux avait indiqué, c'est-à-dire que on a à la fois plusieurs parties prenantes et puis on a aussi plusieurs cadres réglementaires. Donc on a essayé de développer, on a réussi à développer une technologie qui permet justement de prendre en compte à la fois toutes les parties prenantes et puis aussi toutes les différentes réglementations de la manière la plus aisée possible. Avec un gros point fort, en fait, c'est le point sur lequel on a travaillé, c'est l'identification des points communs
entre les cadres de conformité, parce qu'en fait, quand on identifie les points communs, on peut mutualiser les points communs d'exigence, on peut mutualiser les points de contrôle et les actions de remédiation. Et si vous le souhaitez, tout à l'heure, je pourrais vous montrer une petite vidéo pour voir ce que ça peut donner en réel. Oui, ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Merci, merci Olivier. Alors, Laurent Luce, Senior Product Marketing Manager spécifique sur les sujets compliance au sein d'Altarez, Dun & Bradstreet. Laurent, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot quand même sur Altarez, Dun & Bradstreet, et puis nous expliquer tout le travail justement réalisé aujourd'hui, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont déjà mis en place justement cette digitalisation des versions de tiers. Laurent, tu me disais, quand on préparait, à peu près 40% des entreprises auraient mis en place, alors pas l'ensemble du Rubik's Cube, mais au moins cette évaluation d'identification du tiers, l'analyse des documents, etc., de l'ensemble du processus. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un état des lieux de ce qu'aujourd'hui Altarez DB a vu sur le marché? Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous, merci Olivier de cette invitation. Alors en effet, donc Altarez, Dun & Bradstreet, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes aujourd'hui un acteur mondial de la data, de la donnée d'entreprise. Nous avons 400 millions d'entreprises dans nos bases de données. Et évidemment, une part de ces entreprises, de ces informations vont concourir dans tout le processus de KYC, KYS, due diligence, etc. Il y a plusieurs termes, on les a vus tout à l'heure avec Olivier de La Poste. Donc, on est le premier pas pour avoir de la donnée identitaire, les fameux bénéficiaires effectifs, les taux de détention, les arbres capitalistiques, etc. En fin de compte, en gros, savoir à qui on a affaire lorsqu'on fait des affaires. Alors, on agit sur plusieurs segments sur la conformité. L'angle AML, donc banque, finance, assurance, etc. Et puis l'angle anticorruption, avec cette fameuse loi Sapin 2, qui est donc locale pour la France, mais qui, dans ce qu'on a vu, est la plus précise, la plus aboutie par rapport à ce que font, par exemple, le Benelux, etc. Alors, nous, comment on est sollicité? Nous, on est sollicité pour, en fin de compte, répondre à la première question, c'est l'identification du tiers. Nos clients veulent mettre en place, alors très précisément, le quatrième pilier de la loi Sapin 2, donc l'identification des tiers. La cartographie a été faite auparavant. Et donc, nous, ce qu'on fournit, eh bien, c'est l'ensemble des données qui vont permettre d'ensuite d'opérer le screening et de mesurer l'honorabilité du tiers. Donc, screening, PEP, sanctions, presse négative, etc. Bon. Alors, ce qu'on remarque, oui, 35-40% des assujettis à Sapin 2, précisément, ont globalement fini ou ont commencé la mise en place et le travail sur les 8 piliers. Je crois qu'il y avait un chiffre qui avait été transmis par l'AFA, 10-15% ont totalement terminé les 8 piliers. Nous, on rencontre ces assujettis tous les jours. On a géré l'année dernière 400 projets Sapin 2. On ne les a pas tous gagnés, il y a d'autres confrères qui agissent sur ce segment, des confrères de qualité bien sûr. On ne les a pas tous gagnés, mais ce qu'on a remarqué, c'est d'abord, il y a une méconnaissance de ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'identification du tiers et quelles sont les différentes étapes. J'ai un petit slide, je pourrais le partager. On l'a construit pour expliquer en fin de compte ce qui est attendu dans ce quatrième pilier. On le regardera tout à l'heure. On regardera tout à l'heure. Ensuite, c'est avoir une bonne lecture de cette masse d'informations qui remonte à la fois des données altaréciennes, j'en parlais à l'instant, et les données qui émanent du screening, PEP, sanctions, ambiance médiale, et il y a 1700 listes de sanctions, comment les attribuer. Et puis, donc il y a déjà cette partie-là. Et puis, il y a ce que vous évoquiez, Monsieur Fouqueux, c'est, en fin de compte, comment j'utilise tout ça? Quel est le usage? Comment on met en œuvre tout ça opérationnellement, pratiquement? Comment on exécute tout ça? On parlait de solutions, de logiciels. Nous et d'autres, on a intégré ce genre d'informations dans des ERP. Donc, par exemple, dans SAP, la due deal se fait, j'allais dire automatiquement, je n'irai pas jusque-là, mais elle se fait depuis des softs comme SAP, Dynamics, Salesforce, etc. Ou alors depuis des applications web. Donc, on a vulgarisé cette évaluation des tiers et
voilà, ce qu'on remarque, c'est il y a cette étape-là, elle est complexe à comprendre. On a essayé de la vulgariser et puis on a schématisé ce processus d'onboarding. Sur le sujet d'évaluation des tiers, l'AFA dit tous les tiers, et puis après met quand même derrière une autre phrase qui est en lien avec la cartographie des risques, ce qui fait qu'on se demande si c'est vraiment tous les tiers ou est-ce que c'est ceux qui sont importants liés à la cartographie des risques. Est-ce que sur nous, notre benchmark dont je parlais tout à l'heure, on a vu que les entreprises avaient d'abord travaillé sur la loi de Pareto, le 80-20, et travaillé sur les 50, les 100, les 200, suivant la taille, tiers importants. Qu'est-ce que toi, sur Altarez, tu constates aujourd'hui? On a vraiment tous les tiers qui ont été faits par un certain nombre d'entreprises. Bon, Sapin 2, donc on est seulement corporate, donc industrie, services, transport, pharmacie, là, on a tous ces secteurs-là. Donc là, l'AFA nous dit tous les tiers. Nous, on a fait des conférences avec l'Agence française anticorruption. Cette question est posée systématiquement. Bon, la loi de Pareto est peut-être intéressante. Ce qui est intéressant, je trouve, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clients qui ont 5 000, 10 000 tiers. Déjà bien séparer les clients et les fournisseurs. On parlait des tiers, donc il y a déjà deux grandes catégories, l'amont et l'aval, clients, distributeurs, et puis fournisseurs sous-traitants. Dès qu'on est sur les fournisseurs sous-traitants, eh bien, on a le KYS qui est en œuvre, et là, c'est souvent opéré par les directions achats. Donc, c'est une petite particularité. Et donc là, confère l'intégration dans les outils de SRM, etc. Bon, ok. Donc, ce qu'on voit, c'est déjà ce distinguo entre client-fournisseur. On voit deux éléments, le niveau de relation avec le tiers, donc par exemple le niveau de chiffre d'affaires et la fréquence des affaires. Est-ce que c'est une commande, une relation d'affaires mensuelle ou annuelle? Bon. La cartographie des risques, on a fait différentes prises de parole sur la cartographie des risques avec des gens qui sont spécialisés là-dessus, parce qu'évidemment, elle est juste avant l'évaluation des tiers. Ce qui est recommandé, c'est peut-être mettre un angle risque pays. Donc, on prend tous les tiers et on regarde dans quel pays ils sont et quelle est la propension, le risque de corruption, parce qu'on parle de ce sujet, sur les pays. Donc là, il y a des listes de transparency qui sont très, très bien faites. Nous, on a aussi nos listes. Bon. Et puis, le risque pays et le risque activité. Il y a certaines activités dans certains pays qui sont plus promptes à la corruption ou pas. Donc, tout à l'heure, on parlait de Rubik's Cube, il y en a peut-être un autre qui peut être intéressant, c'est risque pays, risque activité, le niveau d'affaires. Et alors, ce qu'on voit beaucoup sur les segments corporate, c'est d'abord la KYS, donc la gestion des fournisseurs. L'angle de corruption, il est assez regardé par les directeurs achats. Là, il y a eu la période des fêtes, à Noël, jour de l'an. Il y a eu des relations de cadeaux entre clients et fournisseurs. Donc, tout ce qui est cadeau-invitation, l'AFA a refait, a mis à jour son guide dernièrement. Voilà, quelles sont les bonnes pratiques aussi là-dessus et à partir de quel moment on passe en corruption. Donc, là aussi, voilà les 4-5 recettes d'abord pour l'évaluation, la cartographie des risques. Maintenant, il y a des applications qui existent, il y a des cabinets qui font ça aussi avec des questionnaires qui sont envoyés dans les différentes divisions, BU, services, pour évaluer le niveau de risque là auquel sont exposés les différents services. Le service achat, etc. On va avoir dans les entreprises un arbitrage entre quels sont les... Je sais que l'AFA cite 14 critères, alors peut-être que aussi pour des raisons de risque, sur certaines entreprises, on va en chercher davantage. On va avoir cet arbitrage entre certains tiers, on va automatiser et puis on va faire un certain nombre d'alertes et d'indicateurs, et d'autres sur lesquels on va déclencher, en fonction de ces alertes, des enquêtes avec comme tu le disais, des agences d'intelligence artificielle, des cabinets d'intelligence artificielle qui vont aller faire plus de qualitatif pour remonter les informations. Ouais. Nous, on a un client, je ne peux pas le citer, il a 150 000 tiers dans le monde entier, ce sont essentiellement des fournisseurs. En quelques clics, il a un score de KYC basé sur PEP, sanctions, Adversepedia, activité et pays déjà, avec tous les liens sur la presse négative, tout ça. Bon, ok. Et sur ces 150 000 tiers, il fait certains filtres
et il va lancer des EDD, dans Extended Due Diligence auprès là de gens dont c'est le métier. Il y en a plusieurs, CUS, Adit, etc. qui font ça. Adit, Je ne sais oui, pas bien si je sûr. peux les citer, mais bon, enfin, il y en a qui sont, ils sont des gens très très connus. Et là, on va aller sur une due deal plus complexe, vraiment une enquête de proximité quasiment. Donc là, voilà, en fonction du premier niveau de l'évaluation du tiers, certains de nos clients vont plus loin, ou alors souvent l'information elle retombe sur la ligne métier. Alors équipe commerciale ou équipe achat, fournisseur enfin client ou fournisseur. Et là souvent l'analyse compliance, il a une information qui doit ajuster. Et donc il doit demander en fin de compte à un manager si on doit continuer la relation avec ce tiers ou entamer la relation avec ce tiers pour l'entrée en relation. Alors, tout à l'heure, j'entendais de difficultés de mise en œuvre. Alors, nous et d'autres, on a mis ce genre de logiciel, on peut parler de logiciel en web, qui permettent vraiment de gérer, de débroussailler une grosse première partie de cette tâche fastidieuse. On verra tout à l'heure mon schéma, il y a aussi les faux positifs qu'il faut gérer. La FA le dit clairement. Là aussi, c'est un truc qui doit être bien géré. D'accord. Olivier Guillot, est-ce que tu peux nous emmener sur justement ce travail de digitalisation du processus d'évaluation de tiers? Comment est-ce que tu travailles Ouais, volontiers. avec les entreprises pour qu'on puisse Et en fait, essayer de voir la bonne recette ou la bonne approche? Il n'y a pas de recette, mais en tout cas, il y a peut-être de bonnes approches. en tout cas, c'est une approche holistique, donc multiconformité, qui commence par la cartographie des risques dont on parlait, ensuite par une logique de vendor risk management, donc qui peut être, c'est ce que je vais montrer là maintenant à l'écran, qui peut être en fait alimenté à la fois par des questionnaires, donc customisables et multiconformité. Donc la réponse à ces questionnaires vont alimenter derrière plusieurs grilles de contrôle. Ces Sont questionnaires-là sont également faits par Smart Global, sont faits par l'entreprise, les deux? Alors, les deux, en fait, on a des questionnaires préalimentés pour chacun des grands cas de conformité. Et puis, derrière, on sait également facilement, comme on le voit à l'écran, permettre aux organisations de digitaliser, de modifier nos propres questionnaires. On a également un partenariat avec Altares de Dun & Bradstreet pour préalimenter. Donc, on n'est pas uniquement dans la collecte d'informations internes auprès des tiers directement, mais aussi dans la collecte d'informations déjà structurées. Ce qui veut dire Fournies, que Altares, excuse-moi Olivier, pour qu'on arrive à oui. comprendre, on va rester sur la plateforme Smart et on va avoir intégré les données aux évaluations d'Altares. C'est ça le sujet. J'ai pas besoin de passer de l'une à l'autre puis de revenir. C'est totalement Exactement, embedded. et réciproquement en fait. Et D'accord. réciproquement, oui, Et c'est ce réciproquement. qu'on met en place. Tout à fait. La deuxième étape, en fait, on active le vendor risk management, c'est-à-dire que globalement, par fournisseur, par pays, par risque, on peut activer très simplement d'un clic de bouton la délégation de conformité, ce qui va en fait permettre d'adresser, d'ouvrir un compte finalement au Smart, aux sous-traitants qui vont recevoir un email et pouvoir répondre aux questionnaires à leurs sous-traitants clients. Et ils vont donc répondre aux questionnaires qui sont fournis. Si on voit à l'écran un questionnaire RGPD, mais on peut avoir des questionnaires mixtes, Sapin 2, RGPD. Donc, eux vont répondre à ces questionnaires et on va appliquer derrière des logiques de suivi de conformité avec analyse automatique finalement des réponses en fonction des différents critères de scoring des organisations. On a des clients qui ont mis en place pour un même questionnaire des scorings avec le prisme RGPD, d'autres avec le prisme de leur charte RSE. Donc là, une réponse à une même question peut donner lieu à deux types de scoring et deux types d'évaluation en même temps. Et en fait de N évaluations, puisque le nombre de scoring n'est pas limité. Et donc derrière, on peut avoir des tableaux de bord, comme on le voit à l'écran, sur des niveaux de risque, des niveaux de conformité, réglementation par réglementation. Et ce qui est intéressant en fait aussi, c'est que finalement, on peut accéder à des rapports d'audit, tout simplement, et ces rapports d'audit peuvent eux-mêmes donner lieu en étape suivante au déclenchement, comme tu disais, Olivier, tout à l'heure, pour aller plus loin. C'est-à-dire, on peut avoir toute une série de questionnaires qui vont s'imbriquer, d'audits qui vont s'imbriquer et mettre à disposition du compliance officer, du contrôleur, de l'auditeur interne, des éléments, la digitalisation de sa grille d'audit, et puis
l'approvisionnement de cette grille, donc par des données externes, issues des tiers, issues de Dun & Bradstreet, et puis également par de la collecte de données internes, sachant qu'aux données internes, on peut à la fois émettre des questionnaires, des checklists, mais aussi on a développé une solution de data discovery qui est capable en fait d'aller se connecter sur des postes de travail, les bases de données, les applications cloud, et d'appliquer les règles en fait du plan de contrôle directement sur l'information qui est dans l'IT et de la remonter automatiquement dans le système d'information. Et c'est là où on voit la bonne complémentarité finalement avec des solutions comme Altares qui, elles, vont avoir toute une base de données externe, et puis des solutions comme Smart qui vont pouvoir permettre de constituer une base de données interne en temps réel des événements dans l'entreprise. Donc, j'allais dire supprimer les contrôles par échantillonnage et mettre plutôt en place des contrôles permanents. Et puis l'effet aussi, il est dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que on arrive à avoir des cartographies du coup de risques, de liens assez visuels et qui permettent d'agir. Et également le point important, c'est qu'on est souvent, on va dire, le sous-traitant de quelqu'un. Et donc là, quand on parle de ce système de compliance global, c'est que les éléments qu'on collecte pour les tiers peuvent permettre, si je suis sous-traitant avec des tiers impliqués, de montrer également patte blanche automatiquement à mes clients. Et puis on a des systèmes de reporting qui permettent très simplement, à partir de la même information, de préparer différents types de formats d'export de manière automatique. Alors, on va travailler justement vraisemblablement sur ces sujets d'interopérabilité et d'exercice maître-esclave entre les différentes bases, qui est la base maître, qui est la base esclave, c'est-à-dire celle qui a l'information et celle qui la reçoit, pour faire simple, et puis celle qui est esclave peut devenir base maître de nouveau pour renvoyer une information enrichie, et donc s'imbriquer, comme le disait tout à l'heure Laurent, avec SAP, avec Salesforce, avec Dynamics, avec tous les outils métiers. C'est ça qu'essaie de faire Smart Global Governance, Olivier. Oui, aujourd'hui, on a pu créer jusqu'à 1500 connecteurs. Donc, on est interconnecté aux 1500 logiciels les plus courants du marché, du Salesforce, du ServiceNow, du Microsoft, de l'Oracle, du SAP. Donc, le principe du connecteur, c'est finalement de s'affranchir de la nécessité de travailler avec les services informatiques et de pouvoir mettre en place le lien très simplement par l'utilisateur. D'accord. Olivier Fauqueux, le sujet, quand on préparait cette table ronde virtuelle, ce webinaire, pour faire plus simple, tu me disais, tout ça, c'est sympa, mais ça devient très complexe. Et puis, on a surtout des outils assez verticaux qui vont traiter certains domaines. Et on va avoir... alors, on ne va pas avoir cette plateforme ou cette recherche de plateforme qui va me permettre de jouer... de manipuler mon Rubik's Cube, comme tu l'appelais tout à l'heure. Comment aujourd'hui, au sein de la Poste, tu as avancé sur ces sujets tu es avec 25 outils, comment ça fonctionne? Ouais, aujourd'hui, on a, comme beaucoup, on a en effet, on est obligé d'avoir plusieurs outils, plus ou moins interconnectés les uns aux autres. Donc, il y a la partie fournisseur dans laquelle on a une plateforme achat qui est effectivement connectée à différentes solutions d'éditeurs qui sont soit autour de cette table, soit pas autour de cette table. Je ne citerai pas de nom, c'est pas mon rôle. On a d'autres, par exemple en ce qui concerne les listes d'embargo et la problématique des sanctions internationales. On a développé des solutions internes via notamment une filiale du groupe qui s'appelle Géopost, qui est très implantée à l'international et qui entraîne dans son sillage d'autres opérateurs au sein du groupe La Poste, qui est elle-même connectée aussi à certaines bases de données, corrélées, reliées à notre système d'information pour sécuriser le fait qu'un colis ne parte pas dans un pays indésirable ou chez une personne indésirable ou avec une typologie de marchandises qui ne soit pas tolérée dans tel ou tel pays. Enfin, il faut croiser là aussi toutes les obligations et les systèmes d'information pour assurer une sécurité des opérations. Enfin, de ce point de vue-là, par exemple, ça rejoint la discussion que vous aviez tout à l'heure, Laurent et toi, sur le niveau de profondeur des diligences, jusqu'où on doit aller. Alors, on sait bien que, en ce qui concerne l'anticorruption, le processus AFA, d'abord, il est très récent, donc les entreprises le mettent en œuvre depuis 3 ans à peu près.
Et de ce point de vue-là, l'objectif, surtout pour les grands groupes, d'avoir 100%, par exemple, des fournisseurs ou 100% des clients qui soient screenés, c'est un objectif qui est très difficilement atteignable. Certains y sont, d'autres plus ou moins. On sait qu'on a cette théorie du 80-20 qui s'est mise en place plus ou moins chez la majorité des acteurs. En revanche, sur le sujet des lois d'embargo, par exemple, et des sanctions internationales, on ne peut pas jouer au 80-20. Parce que là-dessus, ça tape tout de suite très fort dès lors qu'on aurait réalisé une opération dans un pays interdit ou avec une personne interdite. Donc là, pour le coup, il faut que les applicatifs, les solutions, les logiciels soient efficaces à 100%. On est 100%, ouais. Il y a eu une décision, par exemple, sur un de nos concurrents qui s'appelle DHL, qui, c'était il y a longtemps déjà, en 2009, s'est fait condamner au titre du dispositif OFAC parce qu'il avait envoyé 68 colis dans des pays interdits, l'Iran, le Soudan, la Syrie. Il a pris une amende de 9 millions pour ça. Donc voilà, c'est 68 colis à l'échelle des milliards de colis qui sont distribués par DHL, c'est rien, mais ça lui a quand même coûté 9 millions. Donc là, c'est pour ça que tout dépend des conformités, mais en l'espèce, sur ce sujet de loi d'embargo, on a une obligation de résultat de la part des applicatifs à 100%. Et il faut du résultat non seulement sur la qualité du rendu des solutions, mais également sur la qualité de leur interconnexion, aux systèmes d'exploitation de l'entreprise qui sont corrélés à la réalisation du business, parce que tout ça n'a de sens que si c'est corrélé au business et que ça marche bien et que ça permet de ne pas trop freiner le business, c'est se sécuriser sans le freiner, sans le ralentir. C'est là tout notre enjeu, quoi. Oui, puisque ce que tu me disais aussi, c'était comment est-ce qu'on peut réexploiter les données. C'est qu'on a répondu à un questionnaire une fois, il va falloir répondre à un questionnaire 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et comment est-ce que cette donnée qu'on a vérifiée, qu'on a mise à jour, eh ben, il faut pouvoir la réutiliser et la promener de questionnaire en questionnaire, j'ai envie de dire, pour qu'on n'ait pas et des équipes, soit en interne, soit des équipes en externe, qui passent leur temps à répondre à des questionnaires soit en étant client, soit en étant sous-traitant, pour faire très simple. Oui, oui, là aussi, on a un gisement mais phénoménal d'optimisation parce que en tant qu'entreprise, on doit évaluer nos tiers. Donc, on a effectivement du screening tous azimuts. Là, on a déjà une source d'optimisation possible quand on est un groupe de sociétés. Parce que dans un groupe de sociétés, vous trouverez toujours des filiales, des sociétés sœurs qui ont les mêmes tiers à screener, à analyser, que d'autres sociétés dans le groupe ou leur maison mère. Donc, l'idée, c'est d'éviter de faire le travail 2 fois, 3 fois ou 10 fois. Et par ailleurs, chaque Ce qui n'est pas toujours malheureusement ce que l'on voit. Enfin, nous, on constate. On a tous un gros challenge là-dessus, c'est très clair. C'est très clair. Et par ailleurs, dans l'autre sens, nous avons tous à répondre aux questions. Nous sommes tous le tiers de quelqu'un, donc on se fait aussi évaluer. Donc, au sein du groupe La Poste, par exemple, à l'évidence, on reçoit des milliers de questionnaires KYC de la part de clients ou de partenaires ou de banques ou que sais-je, qui nous interviewent, qui nous adressent leurs questionnaires, à juste titre, comme nous, on l'adresse à nos tiers. Donc là-dessus, c'est pareil, il faut aussi s'organiser pour être en capacité de pas... parce que évidemment, ces questionnaires, ils arrivent dans différents services, il faut être en capacité d'harmoniser tout ça, d'avoir autant que faire se peut un seul ou en tout cas une grande trame de questionnaires uniques qui soit utilisée pour répondre aux milliers de demandes qu'on a. Donc des gisements d'optimisation, encore une fois, tous azimuts. Laurent, est-ce que tu peux nous emmener sur le processus tel que Altares le déploie dans sa digitalisation, pour qu'on puisse voir concrètement comment s'y atteler? Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez mon écran. Très bien. Normalement, parfait. Ouais, donc là, on est sur l'évaluation du tiers. C'est un schéma que nous avons créé pour expliquer en fin de compte qu'est-ce qui était attendu par les différents régulateurs
plutôt orienté anticorruption, même si lorsque on présente ceci à nos clients du secteur financial, banque, assurance, et puis les nouveaux assujettis de la 5e directive, ils se retrouvent dans le processus. Alors, je crois qu'il y a un partage qui ne se fait pas. Je vais repartager mon écran. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je crois que quelqu'un avait pris la main. Voilà, c'est mieux comme ça. Parfait. Ouais, parfait. Donc, déjà, ce qui est attendu par le régulateur, c'est ce fameux rapport de conformité, ce fameux document PDF, horodaté, archivé, qui va permettre en tout cas, je parle de la FA, lorsqu'il y a un contrôle sur pièce, eh bien déjà sur la partie évaluation des tiers, de transmettre quelque chose à l'Agence française anticorruption pour montrer ce qui a été fait. Ça peut être un rapport de quelques pages jusqu'à une 60aine de pages. Nous, lorsque on a des clients qui ont des rapports assez élevés. Dans ce rapport de conformité, il y a ce fameux score de KYC, rouge, orange, vert, qui donne un premier indicateur aux analystes, aux analystes conformité ou juridiques ou aux services achats, pour déjà avoir une tendance, une tonalité sur le risque qu'il y a avec ce tiers. Alors, comment tout ça est basé? Je reviens en amont sur ce schéma. Donc, la grande partie identification, enrichissement, matching, toute cette partie-là qu'on appelle l'enrichissement du tiers, c'est simple, c'est qu'avec un identifiant unique, alors je ne sais pas si les personnes qui sont présentes sont habituées au Duns Number. Le Duns Number, c'est un numéro unique qui a été créé par Dun & Bradstreet. Qui est mondial. C'est mondial, ouais, en 1870. Je vais faire une analogie qui est très simple. Vous prenez tous les véhicules, toutes les voitures du monde entier qui ont des plaques minéralogiques différentes, évidemment, et vous imaginez qu'une entité comme Dun & Bradstreet a créé, en plus de la plaque locale, une plaque d'immatriculation totalement homogène mondialement. Donc, si je prends le Sirène en France, tous les participants de ce webinaire là, dans leur entreprise ont un DUNS number. Dès qu'un tiers est créé auprès du greffe, il y a via Altares, donc puisque nous sommes le partenaire local exclusif de Dun & Bradstreet sur la France et sur d'autres pays, le DUNS number est créé. Donc ça sous-entend quoi? On ne se trompe pas de tiers. On est absolument certain que le tiers que l'on va analyser, c'est le bon. De là, tout s'ouvre. C'est un sujet, Laurent, qui est important. C'est pas la promotion de Dun, mais c'est un sujet qui est important parce qu'on voit beaucoup des tiers qui sont écrits de façon totalement différente, avec des abréviations, pas d'abréviations, avec les tirets consonants, pas des tirets, ce qui fait que les machines ne voient pas. Donc, si on n'a pas un identifiant similaire, ça va être compliqué de pouvoir être sûr qu'on traite du bon tiers. Nous-mêmes, Altares DB en France, je crois qu'il y a une quinzaine d'Altares en France. Là, avec le DUNS number, on prend le bon tiers. De là, tout va s'ouvrir. On va pouvoir collecter, je le disais, le risque pays, le risque activité automatiquement. Et on va prendre toutes les données qui vont intéresser la conformité, notamment les bénéficiaires effectifs avec les taux de détention, les dirigeants, les personnes qui peuvent engager la société, etc. Donc là, on a tout pour, en fin de compte, avoir une métrique de l'honorabilité. Et deuxième étape, on envoie tout dans le screening. PEP, sanction adverse média, je ne reviens pas dessus, c'est des choses assez classiques. Je parlais tout à l'heure des gestions des faux positifs. Évidemment que sur les personnes physiques, il peut y avoir des homonymes, notamment lorsqu'on regarde la presse négative. Donc là, ça nécessite un travail de manuel, je sélectionne ou je ne sélectionne pas les faux positifs. On essaye de les automatiser, c'est vrai que le DUNS number, pour les personnes morales, permet vraiment de bien gérer les faux positifs automatiquement. Et pour les personnes physiques, on a à peu près 150 millions de BE, 215 millions de dirigeants. Ouais, mais nos confrères aussi ont des chiffres intéressants, j'ai pas de problème avec ça. Et avec tout ce qui est date de naissance, les alias, les surnoms, etc., on arrive à gérer les faux positifs également des personnes physiques. Bref, une fois que les faux positifs sont gérés, vous savez si la personne morale ou l'arbre capitalistique de cette personne morale, on peut remonter en amont et en aval de la personne morale, et les personnes physiques
Vous savez si elles sont donc sous sanction internationale ou pas, si elles la presse négative, et pour les personnes physiques, si elles sont personnes exposées politiquement. Donc tout ça peut se monitorer, vous mettez des alertes et tout, et vous avez votre score de KYC. Bon, c'est un processus qui pour l'évaluation du tiers, hein, marche très bien. Sur Sapin 2, anticorruption à faire à minima une fois par an, ce que recommande l'AFA. En AML, on est sur une fréquence en temps réel. Hein, c'est simple, hein, le screening, les alertes de liste de sanctions internationales, c'est en temps réel. Alors d'ailleurs, il y a derrière cette tâche-là de screening, il y a les opérateurs classiques que nous connaissons. J'en citais 3, Dow Jones, LexisNexis, Thomson Reuters, Refinitiv. Voilà. Derrière, on a nos partenariats qui tournent. Et juste comment ça se présente. Voilà le schéma. Il est très simplifié, bien sûr. Hein, il est même vulgarisé. Nous, ça nous permet d'expliquer comment ça fonctionne, ce qui est attendu par l'Agence française anticorruption. On parle de Sapin 2. Évidemment, c'est que le 4e pilier, mais voilà ce qui est attendu, ça fait référence. Et on arrive en fin de compte, je ne vends pas mes articles, mais on arrive à ça. Voilà. On a le score, les indicateurs, où on en est, et puis les tiers, avec le fameux Don's Number qui est ici. Je vais enlever ça parce que voilà, il y a quelques noms qui sont affichés. Mais voilà le processus que nous faisons. Alors soit en mode web, on a vu tout à l'heure l'application, soit en mode fichier, ça existe encore. On a des clients qui ont déjà leur opérateur de screening, déjà leur processus. Donc ils nous demandent un fichier FTP sécurisé, on fournit ça tous les mois. Et puis eux, il y a une routine qui va envoyer ça dans leur outil, il n'y a pas de souci. Ou en API, là, justement, pour les intégrer dans Smart, par exemple, ou dans SAP, etc., etc. Ivalua pour la partie SRM, notamment, où on entend pas mal parler. Ça. Donc, on a vulgarisé ce métier-là. Bien sûr, derrière, sans être négatif, mais il y a vraiment évidemment un boulot de l'analyse, puisque ce score de conformité, une fois qu'il est défini, tout commence en fin de compte. On continue pas à travailler, on entre en relation, on va peut-être devoir agréger des documents, Smart le fait, peut-être retourner vers ce tiers et lui poser peut-être d'autres questions, vérifier certaines informations. Voilà. On va devoir évidemment peut-être solliciter des EDD, j'en parlais tout à l'heure. On va devoir parler aussi avec l'acheteur, le commercial qui aussi connaît son client et qui va donner une tonalité plus qualitative de la relation et peut-être pondérer ou obérer un algorithme qui a calculé un premier avis. Et tout ceci, il va falloir le documenter pour qu'on puisse le présenter Bien sûr. à l'AFA ou à Bien quelque sûr. autorité que ce soit. On a 175 inscrits, donc merci une fois encore d'être tous présents. Je fais juste une petite pause. Si jamais il y avait des questions, vous pouvez soit lever la main, je vous donne la parole, soit poser des questions comme certains l'ont déjà fait dans le chat. Est-ce que à ce stade, avant qu'on avance un peu plus loin, quelqu'un veut poser une question, quelqu'un dans l'audience? Ça veut dire qu'a priori, tout est clair jusqu'à maintenant. Donc, on va continuer. Olivier Guillot, Smart Global. Ah, non, j'ai une main qui s'est levée. Alors, attendez, j'arrive. Stéphane Valère. Bonjour à tous. Moi, j'ai toujours une question qui me taraude face à notamment quand on parle de Cube et à toutes ces informations nécessaires pour la compliance, c'est toute la liaison que l'on peut avoir avec ce que l'on fait depuis une bonne vingtaine d'années sur le contrôle interne et la manière dont on peut capitaliser sur un certain nombre d'outils qui existaient déjà, où simplement le scope doit être étendu, les tuyaux reliés un petit peu différemment. Et je suis toujours étonné par la difficulté que l'on peut avoir les uns et les autres, si ce n'est le management en silo, qui est une spécialité bien reconnue. Donc j'aurais bien aimé avoir votre avis, comme vous êtes les mains dans le cambouis sur ces chantiers. Et du coup, on parle toujours d'effectifs supplémentaires pour la compliance. Comment est-ce qu'on peut aussi optimiser, que ce soit avec les contrôleurs internes ou externes, les différents contrôles qui sont réalisés, qui sont parfois redondants dans des périodes où on doit protéger les marges?
Merci Stéphane. Effectif supplémentaire devient de moins en moins à la mode, même pour la compliance. Elle était encore un petit peu Non, mais je protégée, si pensais je puis au dire. Rubik's Cube Mais du COSO et COSO 1, COSO 2, c'était oui, déjà un oui, cube oui. et on continue avec Non, les mais je cubes. suis Et voilà. entièrement d'accord avec toi. Je vois d'où tu parles, comme on dit. Peut-être une première réponse, Laurent. Laurent, si tu veux Ouais, répondre, puis après, on verra avec ouais, avec nos deux invités. absolument. Ça, c'est une question que l'on a à 100% de nos rendez-vous clients sur la compliance. Corporate, bien sûr. Le secteur bancaire, sincèrement, on voit que les équipes sont. Voilà, on profite. Alors, la question qu'on nous pose souvent, nous, on est face à des clients qui, je le dis clairement, mettent des personnes pour gérer le processus qu'on vient de voir sur des tiers, sur un nombre de tiers de 10, 30 000 tiers, 2 personnes. 2 personnes qui sont chargées de la conformité, qui doivent donc identifier ce rouge, orange, vert et puis informer les équipes métiers. Bon. Et déclencher les EDD si nécessaire, Ouais, etc. ouais. Donc concrètement, nous, on voit des gens en stress, on voit des gens qui se disent « Voilà, mais il faut que je fasse tout ça ». Bon. Et puis, il n'y a pas de volonté d'augmenter l'équipe. Hein. Bon, OK. Alors, pour répondre à votre question, monsieur, il y a deux réponses. Soit les gens souffrent, OK, et puis il y a un turnover, nous on le voit, un turnover dans les équipes conformité. Nous, on a un client fabricant de meubles. Hein. Moi, j'ai vu 3 directeurs de conformité en 13-14 mois. OK, bon, c'est énorme. Enfin, voilà. Et en fin de compte, tout à l'heure, on parlait avec monsieur Fouqueux de ce Rubik's Cube et comment c'était opéré. Alors, nous, on insiste beaucoup sur ce qu'il y a à faire, bon, le schéma que j'ai montré, et comment vous allez le faire. Et en fin de compte, nous, notre réponse, c'est c'est la solution logicielle qui va aider à alléger tout ça. Alors évidemment, moi, quand je suis arrivé chez Altares, il y a 3 ans, le premier projet conformité, d'accord, gros client industriel, hein, Sapin 2, donc tout début de Sapin 2, il voulait faire transmettre des fichiers Excel avec les sirènes, d'accord. Nous, on mettait le DUNS, on mettait toutes les données identitaires, on envoyait ça chez Dow Jones, hein, pour dire clairement, voilà, 3 semaines pour faire tout ça, c'est pas possible, quoi. Puis derrière, il y a les exigences business, tant en aval avec les clients qu'en amont avec les fournisseurs. Les clients, il attend d'être validé, qu'on ouvre son compte, ça. Bon. Donc, pour répondre à la question clairement et rapidement, moi, je pense que c'est plutôt les solutions, voilà, c'est les softs, hein, c'est le logiciel qui va en fin de compte aider tout ça, automatiser certaines tâches. Tout à l'heure, on parlait des tiers, hein, 80%, la loi de Pareto. Très bien, nous, on a des clients, ils ont 10-15 000 tiers. Honnêtement, en regardant l'activité, le pays des tiers, on sait peu ou prou qu'il y en a 80%, ça va être vert. À peu près. Hein. 80% des tiers vont être clean, pas de presse négative, pas de PEP, pas de sanctions, pays clean, activité correcte. Bon, en fin de compte, ceux-là, il faut vite les faire, avoir un processus clair, mais vite les faire. Les 20% restants, là, il faut vraiment s'y concentrer. Quelles sanctions PEP, RCA, il faut regarder un peu plus précisément. La presse négative, il peut y avoir tout et rien dans la presse négative, ça dépend ce qu'on remonte. Ça veut dire que sur certains éléments, l'intelligence artificielle va quand même accélérer la capacité de traitement de manière remarquable. Nous, sur des tiers européens de l'Ouest, d'accord, avec des entités françaises de renom, et du bien managées, d'information. nous, ce qu'on voit, pardon ? Je dis, et du volume d'information avec de l'IA, on arrive à appuyer les deux personnes. Honnêtement, nous, on est en rendez-vous client, on dit, bon, allez, grosso modo, 80%, ça va être vert, quoi. Alors, on ne veut pas non plus présager ce qui va arriver, hein. Le monde bouge, hein, d'accord. Les sanctions bougent, les gens ne sont pas tous honnêtes, hein. Mais à peu près, on sait. Et on va concentrer sur les 20% restants. Bon, bien sûr, il faut que tout ça se fasse via des applications, via des parcours, hein, le parcours utilisateur, on aime bien ce terme-là chez Altares, qui se fasse le plus aisément possible. Donc ça, c'est la réponse. Et nous on le voit, segment corporate, les équipes conformité,
qui dépend du service juridique, très bien, pour 80% des cas, 20% c'est le service achat, pour le KYS. Ce ne sont pas des équipes qui s'étendent. Et au niveau du service achat, on est face à des populations qui n'ont pas de formation conformité au juridique. Ce sont des acheteurs grands comptes, acheteurs prod, acheteurs hors prod, etc. etc. Donc, avoir un outil qui explique que telle famille de listes de sanctions, parce qu'elles sont classées, c'est important, que telle presse négative n'est pas importante, que tel PEP ou RCA est peut-être moins important. Bon, voilà, tout ça, nous on a ça dans nos algos, dans notre intelligence artificielle, je reprends votre terme, mais ça permet déjà de débroussailler un gros boulot. Et je reviens, il y a encore quelques années, fallait se palucher excuse-moi du terme, mais tous les fichiers Excel avec toutes les datas altaréciennes, certes, et puis de screening. Oui, c'est un peu le sujet. Hein. Il est temps d'arrêter les fichiers Excel et de se les échanger. Olivier Fauqueux, tu voulais aussi répondre sur la question de Stéphane. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Laurent pour répondre à Stéphane sur la partie contrôle interne. Parce qu'évidemment, ça c'est essentiel. On l'évoquait tout à l'heure, il y a une multiplicité de fonctions au sein des entreprises qui sont concernées. D'abord, une petite précision, c'est vrai que même si c'est les ETRN, c'est les bonnes intentions, etc., les ressources dans le domaine de la compliance comme du juridique, il n'est pas de saison de les accroître, où que ce soit, on est d'accord. Donc ça, voilà, c'est une réalité avec laquelle on doit composer. Mais justement, c'est en synergisant encore plus les fonctions dans l'entreprise qu'on arrive à compenser cette nécessité de ressources qu'on n'a pas. Et typiquement, les risques et l'audit, parce que souvent ça va ensemble, en tout cas dans les entreprises que j'ai pu connaître, ça va ensemble, sont absolument essentiels dans le dispositif, en amont et en aval. En amont parce que, comme on le disait, les travaux qui sont faits sont aussi priorisés en fonction des risques. Des risques inhérents à telle ou telle activité, à tel ou tel pays ou à tel tiers. Donc c'est pour ça que dans la plupart des conformités, la cartographie des risques est un process absolument crucial qui se fait en amont de tout. Et ça, évidemment, la cartographie des risques, c'est une spécialité des gens du contrôle interne. Donc on ne va pas réinventer la roue. Et pour réaliser les cartographies des risques conformité, qu'elles soient anti-corruption, devoir de vigilance ou autres, on les fait avec nos collègues du contrôle interne sur la base de méthodes éprouvées, avérées dans une foultitude d'autres sujets. Et puis, ils interviennent également en aval sur ce qu'on appelle les contrôles de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Les gens du contrôle interne puis de l'audit sont des acteurs majeurs des vérifications à quelque niveau que ce soit, de la qualité des procédures qu'on met en place. Et voilà, donc une vraie synergie et des rôles qui sont totalement complémentaires dans toutes les entreprises avec lesquelles on a pu échanger. Oui, c'est ce qu'il faut trouver, puis casser les silos, pour compléter ce que disait Stéphane. C'est qu'effectivement, entre les différentes fonctions, déjà, c'est les fonctions. Au sein des fonctions, il faut casser les silos, puis au sein des outils et au sein des processus. Olivier Guillot, sur cette question, tu voulais aussi réagir ? Oui, je pense qu'il y a probablement six viviers de croissance sur ce sujet-là. Le premier, on parlait de logiciels ou de plusieurs logiciels. Je pense qu'en fait, on gardera plusieurs logiciels dans les organisations. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de les faire interopérer entre eux, donc via des connecteurs pour gagner du temps, éviter les doubles saisies. Le deuxième vivier, c'est probablement la collecte automatique d'informations, donc externe avec Altares et puis interne avec de la data discovery pour finalement gagner du temps et donner matière à analyser. Le troisième vivier, c'est la logique d'identification des points communs, casser les silos entre les conformités. Ça, les solutions de digitalisation permettent de le faire. Et il y a des vrais gains de productivité d'au moins 25%. Quasi immédiat en interconnectant des standards de conformité entre eux. Le quatrième levier, pour reprendre ce que disait Olivier Fauqueux tout à l'heure, c'est les logiques de réplication primaire, c'est-à-dire de faire en sorte que l'information soit définie à un endroit, réutiliser les questionnaires, pouvoir les diffuser au niveau de groupes, de filiales, de business units. Le cinquième levier, c'est aussi quand même pouvoir identifier, avoir un système qui permet d'identifier les tâches manuelles et répétitives, qui les fait remonter
et qui propose, là encore, via des connecteurs, la possibilité de dessiner littéralement des processus en interaction avec les logiciels métiers. Et puis, on parlait d'IA. L'IA, en fait, notre vision de l'IA, c'est plutôt une approche de scénarisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va interconnecter tous les logiciels, toutes les compliances, on aura des décisions à prendre avec peu de personnes et en fait, ces décisions vont avoir des impacts. Et le rôle de l'IA, c'est probablement de faire des projections d'impact de ces décisions et finalement de faciliter cette prise de décision en étant éclairé par rapport aux conséquences des décisions à prendre. Oui, merci Olivier. On voit, pour finir cette question, mais peut-être qu'on finira jamais sur cette question, c'est que de plus en plus, on va approcher les process, des process transverses, les fameux purchase to pay ou order to cash, pour qu'on puisse regarder à travers l'ensemble de l'entreprise, dessiner, nous, ce qu'on fait beaucoup, dessiner ou redessiner le process, faire des racis et voir qui doit intervenir, qui n'intervient pas, et puis derrière, aller plaquer les données, les systèmes, et gérer cette interopérabilité, c'est difficile à dire, mais c'est aussi difficile à faire, entre l'ensemble des systèmes. Olivier, il faut que... toi, tu voudrais aller plus loin, en fait, non ? Tu voudrais même qu'une méta-plateforme qui permette de servir, alors pas seulement le groupe La Poste, mais éventuellement les groupes français, et qu'on puisse travailler. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que les 175 présents de ce webinaire seraient intéressés pour travailler tous ensemble sur cette plateforme où du coup on est tous, comme on l'a dit, on est tous le tiers de quelqu'un ou le client de quelqu'un, et donc on aurait une plateforme de confiance, quand même, une vraie plateforme de confiance. Et puis chacun pourrait aller chercher et obtenir les informations qu'il souhaite. Oui, c'est vrai que voilà, c'est la saison des étrennes, c'est la saison des cadeaux, on peut rêver, se faire de bonnes intentions, de belles intentions et des vrais projets. Donc, moi, effectivement, je pense qu'on a vraiment toutes les optimisations qu'on a envisagées. Voilà, il faut y travailler. On sait qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. L'outil magique qui fait tout en un, il n'existe pas encore, même si on a eu des démonstrations, des preuves qu'il y a des outils absolument performants qui existent aujourd'hui, mais qui, encore une fois, peuvent pas cocher l'ensemble des cases. Ça viendra, ça va venir peut-être très vite, mais voilà. Donc, mais au-delà de ça, je pense qu'on peut optimiser encore plus en regroupant non seulement au sein des groupes de sociétés, mais au sein de peut-être de pluralité d'entreprises en partenariat les unes avec les autres pour mettre en commun effectivement un certain nombre de données. Parce que moi, quand je dois évaluer tel ou tel fournisseur ou tel client, je sais que non seulement d'autres sociétés sœurs dans le groupe ont à le faire, mais également d'autres entreprises françaises à côté de chez moi ou plus loin de chez moi. Et je pense que là, on a peut-être aussi un élément de synergie, d'optimisation absolument majeur, que ce soit, encore une fois, pour les diligences que nous devons tous réaliser au titre de ces conformités, ou au titre des questionnaires que l'on doit délivrer à ceux qui nous auditent et nous diligencent, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir une plateforme dans laquelle je mets mon KYC full version complète une fois pour toutes dans la base de données, et j'ai plus à le délivrer. Tous ceux qui veulent obtenir mon KYC viennent le chercher sur la plateforme qu'on aurait mis en commun. Voilà, donc c'est peut-être d'une naïveté confondante. Pour autant, je pense qu'il y a un vrai enjeu business pour nous tous. Ça permettrait très vraiment de retrouver un petit peu de productivité et de faire des économies pour l'ensemble des entreprises françaises qui sont soumises à cette réglementation. Est-ce que un des leaders du groupe de travail AFJE, Cercle Montesquieu, qui s'est constitué autour de la digitalisation et de la compliance, Denis Musson ou Jean-Yves Tronchon ou Maëlys Crouza veulent intervenir sur cette question, sur ce sujet, sur cette demande de Noël prochain d'Olivier de mettre une plateforme? Denis ou Jean-Yves, si vous êtes, je sais que vous êtes, ou vous étiez en tout cas connecté. Sinon, on verra. Oui, c'est Jean-Yves Tronchon. En fait, c'est un peu tôt parce que le travail vient de se... Bonjour à tout le monde.
Le groupe de travail vient de se constituer, donc en fait on est vraiment en phase de réflexion et donc tout ce qui est dit ici ne tombera pas dans l'oreille de sourd, si je puis dire, parce qu'on va essayer effectivement de mutualiser toutes les bonnes idées. Voilà, donc si on refait ce webinaire mettons 6 mois, je pense qu'on pourra effectivement répondre de façon plus intéressante. Je ne sais pas si Denis est là, il veut compléter. Juste, bonjour à tous. Je crois que, comme tu le dis, Jean-Yves, il faut attendre un tout petit peu, effectivement, le fruit des réflexions de ce groupe de travail. C'est vrai que c'est une piste sur comment faire coopérer ou que ce rêve puisse devenir réalité de collaboration entre les entreprises sur ce type de plateforme. C'était un peu l'initiative qu'on avait lancée au début au SAC Montesquieu avec justement Smart. La difficulté, c'est que chaque entreprise a ses priorités, chaque entreprise n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir à dédier à un projet commun dont il est l'un parmi de nombreux autres bénéficiaires. Et donc, c'est un rêve, on adore, et d'ailleurs, toutes les associations, c'est ça effectivement qu'on essaie de promouvoir entre nos membres, mais de là à pouvoir effectivement rendre le rêve concret, il y a un peu de chemin, mais on va voir dans le groupe de travail si effectivement on arrive à trouver des pistes pour rendre ce rêve concret et une réalité, voir ce qu'on peut mutualiser. Alors pour que tout le monde soit au courant, ce groupe de travail est en train de travailler, dont Day One a la chance de faire partie, est en train de travailler à la mise en place d'une grande étude sur la digitalisation de la fonction compliance pour cet été. Donc certainement ces sujets seront un peu plus clairs dans les 6 mois qui viennent, au moment où le groupe de travail rendra ses conclusions. Et vu l'intérêt, effectivement, a priori suscité par ce webinaire, on pense que parmi ceux qui y participent, ils pourront peut-être se trouver questionnés, justement, et membres auprès de qui on va diffuser le questionnaire qui est en cours de finalisation. D'accord. Laurent, tu as levé la main. Oui, c'est sur les grands groupes que nous rencontrons. La question est tout le temps posée. Est-ce que la due deal que va faire un analyste peut être partagée avec un autre analyste, un autre service d'une autre entité du groupe? Alors, je ne sais pas si on a exaucé votre rêve, mais je reprends toujours ce tiers-là qui a 100 000 tiers. Ils ont 50 entités dans le monde indépendantes. Donc, ce sont des Duns numbers différents, donc des entités différentes, qui font partie néanmoins du groupe. Eh bien, alors par contre, via un outil particulier, c'est là que j'ai rapidement partagé, on peut partager la due deal, le résultat de la due deal, le rouge, orange, vert, les commentaires, les résultats, tout ça, le rapport de conformité est partageable. Le mode de recherche, le Duns number, qui est plus simple. Juste un petit bémol à ça. Parce que quand on présente cette fonctionnalité, tout le monde est emballé. Attention, il faut impérativement que toutes les entités aient exactement les mêmes critères de screening, le paramétrage de la due deal. Je prends un exemple. Le fusil match, vous savez, la recherche de l'homonymie sur une personne physique, jusqu'où descend-on? On peut descendre très bas. Dominique Strauss-Kahn, vous en avez pas mal, avec différentes orthographes, etc. Ou alors, est-ce que je suis à 100% matché? Parfois, des entités n'ont pas la même stratégie, notamment quand ce sont des entités qui sont dans des pays non latins, où là, la recherche, elle doit aller plus loin. Le taux de détention des BE, il est à peu près peu ou prou pareil, 20-25%, j'ai pas de souci. Par exemple, sur les personnes exposées politiquement, est-ce que je les prends toutes ou est-ce que je prends celles qui ne sont plus? Est-ce que je prends également? Est-ce que j'enlève celles qui ne sont plus actives depuis 1 an? La France recommande ceci, pas le UK Bribery Act, par exemple. Donc le paramétrage du screening est aujourd'hui très très complet, pas complexe mais complet. Et dans un cas de partage des due deals, intra-groupe ou même différentes entreprises, il faut vraiment qu'il y ait une bonne similitude dans le paramétrage. Je finis sur une chose. Nous, on a des clients corporate, pas bancaires, qui nous demandent d'exclure dans le screening les listes de sanctions internationales.
c'est total. Vous voyez le niveau de connaissances, évidemment qu'il ne faut pas les enlever, hein, d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Bon, on peut la décocher, évidemment, ça fait moins de faux positifs, ça accélère la due deal, le rapport est plus simple, la lecture est plus simple. Et bon, c'est pas du tout recommandé. Donc tout ce paramétrage pour le partage, la mutualisation des due deals, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est faisable, mais il faut bien que tout le groupe soit d'accord sur le paramétrage du screening. J'ai donné quelques indicateurs, il y en a d'autres. Voilà. Mais c'est faisable. Puis alors, analyse d'une division en Jordanie, on a cet exemple-là. Est-ce qu'il fait confiance au travail qu'a fait son collègue anglais, son collègue français, par exemple? Bon, bah, il a la due deal, il voit comment ça s'est passé. Et je finis sur une chose, c'est aussi une grande économie. Rapidement, lorsque vous lancez une due deal, avec que ce soit nous ou un autre acteur, clac, c'est un jeton qui est consommé, un jeton en euros, hein, d'accord. Donc, si différentes entités analysent le même tiers, le même DUNS, hein, faisons simple, bah, ça peut faire également là, des économies en termes de coûts compliance, de coûts d'analyse dans le groupe. Voilà. Oui, c'était exactement le point d'Olivier Focus. Ah oui. On a des analyses, des optimisations de coûts, pardon, et puis on a surtout un phénomène d'accélération, puisque si on analyse un tiers, c'est pour faire du business avec lui. Hein. Donc plus on peut faire ces analyses-là rapidement et sereinement, plus on va pouvoir faire du business avec lui, qu'il soit sous-traitant ou qu'il soit client. Une question de Denis sur le degré de connaissance et de sensibilisation et d'encouragement des autorités de contrôle sur cette digitalisation. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Est-ce que l'AFA pousse énormément à ces sujets de digitalisation ? L'AFA, j'imagine, aimerait faire partie de cette plateforme, cette méta-plateforme, qu'on lui donne des droits d'accès. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas sûr qu'on serait d'accord. Non, en revanche, il y a une question que tout ça pose. Effectivement, ce que disait Laurent sur la profondeur des questionnaires ou des fiches, des rapports de due diligence, qui n'est pas la même en fonction des entreprises, c'est vrai. Maintenant, si on est égoïstement citoyen français, tout ça est quand même drivé en France, en tout cas pour les entreprises françaises, principalement par effectivement l'AFA et ses exigences avec notamment les 14 points que tu évoquais, Olivier, avec les problématiques de devoir de vigilance. Enfin, on a vraiment, encore une fois, des exigences très particulières et un niveau de granulométrie plutôt, somme toute, qui commence à être assez bien normé malgré tout. Les 2 décisions de la commission des sanctions y ont contribué. On voit bien qu'il y a quand même quelques normes de base qui se dessinent dans le dispositif. Et puis par ailleurs, tout ce qui est liste d'embargo, etc., ça c'est quand même, voilà, il suffit, si je puis dire, de prendre l'ensemble des listes, de suivre leur mise à jour quotidienne, puisque c'est vrai que ça change tout le temps. On voit que par exemple, le Soudan, peut-être qu'il va en sortir, mais en même temps, Trump, son administration en tout cas, vient de décréter que Cuba revenait dans la liste des entreprises, enfin des pays, pardon, qui financent le terrorisme. Donc ça change tout le temps, mais il faut suivre tout ça. Voilà, et une fois qu'on l'a mis en place, je pense que, en tout cas, au niveau des entreprises françaises, il y a un tronc commun assez évident, me semble-t-il, pour ces bases de données. Mais reste un problème par ailleurs qui est à la fois l'archivage et la traçabilité. On doit tous garder une traçabilité de ces dispositifs, mais en même temps, comment est-ce qu'on gère la question précédente et ce sujet de traçabilité vis-à-vis, par exemple, de la CNIL? Parce que quelque part, les recommandations de l'AFA que tu évoquais, Olivier, sont pas forcément complètement compatibles avec les exigences de la CNIL. Donc, ce serait peut-être intéressant d'avoir les deux autour de la même plateforme pour avoir ce débat-là. Qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on doit conserver comme données de traçabilité, comme dossiers qui montrent qu'on a fait les diligences appropriées, tout en sachant que dans ces diligences appropriées, il y a toute une série de données qui sont quand même assez furieusement personnelles, voilà, et qui peuvent poser problème au regard du RGPD. Olivier Guillaume. Oui, alors là-dessus, on a travaillé sur un système de définition des politiques de rétention de données qui couvre 80 pays et qui prend en compte justement les différents aspects du droit, donc le civil, le pénal, le fiscal, le social et la data privacy, et qui permet d'arbitrer. Alors à la fois, il est à la fois généraliste, mais aussi sectoriel.
Donc, on peut avoir à la fois les contraintes réglementaires bancaires, par exemple, plus les contraintes nationales sur ces différents types de droits dans les X pays. Et effectivement, là, sans solution digitale, c'est très compliqué à faire en pratique. Et c'est justement, sans faire la promotion, mais c'est vraiment du petit lait pour toi, Olivier, quand tu entends, Guillaume, quand tu entends parler de cette plateforme, c'est le positionnement même de Smart Global Governance, d'être positionné en plateforme qui va agréger, rechercher, traiter l'ensemble des données, qu'elles soient dans différentes bases internes ou qu'elles soient dans différentes bases externes. C'est là où il y a la valeur ajoutée avec les process et les workflows derrière. Ouais, et puis aussi les différents logiciels, parce qu'en fait, on ne se positionne pas du tout comme ayant vocation à remplacer les logiciels qui existent dans les entreprises. L'idée, c'est de travailler avec l'existant, de compléter, de gagner en productivité. On pense que la vraie valeur ajoutée, elle est là, d'être, j'allais dire, plus productif tout de suite. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, on parlait de soutien des pouvoirs publics. On a été labellisé BPI Excellence justement pour ce type de projet l'année dernière et également par le pôle de compétitivité, finance et innovation. Donc, on bénéficie d'accompagnement pour arriver à ça. Donc, le chemin est certes long pour arriver à tout faire, mais en tout cas, on a démarré. Alors, Olivier, il faut que tu parles des 3 lignes de défense, les opérationnels, la deuxième ligne dans laquelle il y a souvent le juridique, la finance, la compliance, et puis la troisième ligne, l'audit interne. Sur ces sujets-là, comment vous constatez l'autre pendant de la digitalisation, à savoir la conduite du changement, l'évolution, les façons de travailler différemment, les acheteurs qui n'ont pas forcément envie ou veulent comprendre la complexité, comme disait Laurent, de ce qu'est un PEP ou de ce qu'est un média négatif. Comment est-ce que vous avez constaté dans vos différents... je pourrais expliquer de ce que nous, on voit chez Day One, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt vous, vos témoignages. Laurent, peut-être sur ces sujets de conduite du changement et d'appropriation. D'abord, ça dépend d'abord des équipes. Nous, on a vraiment une tendance à proposer maintenant, à expliquer ce que c'est que le screening, ce que c'est qu'une liste de sanctions, les PEP, voilà, la presse négative. Alors, la presse négative, elle est simple à comprendre. On fait beaucoup de pédagogie. Via le schéma, j'ai montré des choses comme ça. Oui. Et on essaie de s'insérer, d'ailleurs dans Sympa 2, il y a un angle formation sur la partie anticorruption, mais on essaie de s'insérer dans ce qui existe déjà. Donc on a des contenus qui sont faits par nos consultantes conformité, et on s'insère dans ce genre de contenu, de présentation, qui sont souvent managés par le compliance manager, pour partager donc les bonnes pratiques. Alors après, conduite du changement, ça dépend ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est l'usage? Est-ce que c'est l'appréciation du résultat de la due deal? Ou simplement intégrer dans le changement de comportement, de ne pas accepter les différentes sollicitations auxquelles sont exposés certains collaborateurs dans les entreprises. Et je répète, mais on vient de passer la période des fêtes et tout ce qui est acceptation ou pas des cadeaux et invitations. Donc il y a 3 niveaux. Maintenant, où nous, on intervient beaucoup sur la conduite du changement, c'est la partie pédagogique de ce qu'est la due deal, avec des ateliers, des formations, etc. On a des webinars tous les mois gratuits pour expliquer comment ça fonctionne et tout, sans se substituer au cabinet d'avocats, faire attention à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi conduite du changement, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette due deal qui est rouge ou orange? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce que l'analyste doit pouvoir faire? Donc, on parle de système de workflow, de sollicitation d'un manager, de complétude d'informations et de documents, etc. Voilà comment nous, on voit la partie accompagnement changement. Olivier Fauqueux. Là-dessus, tout dépend des secteurs d'activité. Par exemple, au sein du groupe La Poste, on a une grosse partie bancaire et assurance avec la Banque Postale et CNP. J'allais dire que le monde bancaire, il est tombé dedans quand il était petit, quoi. C'est la conformité, ils la vivent depuis plus de 15 ans maintenant. Là où c'est plus récent, objectivement, en tout cas pour les conformités dont on parlait là, c'est plus récent pour le monde industriel en général, hors bancaire et assurantiel.
Donc, il n'y a plus de conduite du changement à faire, si ce n'est du changement permanent et de la mise à jour permanente dans le monde bancaire assurantiel. Dans le reste du groupe, il est évident que la sensibilisation est absolument essentielle, et ça, je pense que la plupart des acteurs, même ceux qui vivent dans leur grotte, ont compris que la conformité, la compliance, c'était un sujet d'enjeu majeur, à la fois en termes de risques financiers, mais aussi en termes, et ça c'est fondamental pour tout le monde, en termes de confiance dans la relation que l'entreprise a avec ses clients, ses parties prenantes, etc. Donc la sensibilisation, elle se fait sur ces sujets-là, et aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle est acquise, parce que c'est un exercice permanent, mais néanmoins, c'est très, très imprégné dans les cultures. Après, une fois qu'on a dit ça, pour que ça marche bien et que la conduite du changement se réalise correctement, il faut les bons outils, mais il faut aussi les bonnes procédures. Et l'outil, c'est bien, c'est indispensable, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un élément essentiel qui s'intègre dans une procédure qui doit être la plus simple et la plus claire possible. C'est facile à dire, mais c'est parfois moins facile à réaliser, avec une répartition des rôles entre les acteurs qui doit être claire, efficiente, et qui doit être un plus, autant que faire se peut pour le business, en termes de confiance que ça apporte, encore une fois, aux parties prenantes, et le moins possible un frein. Donc ça doit s'intégrer, tout ce qu'on met en place doit s'intégrer dans les processus business classiques, dans la relation de la direction commerciale avec ses clients, dans la relation de la direction des achats avec les fournisseurs, les sous-traitants et autres prestataires. Merci, merci Olivier. On termine à l'heure, donc il faut qu'on termine absolument maintenant. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci Olivier Fauqueux pour La Poste, Olivier Guillot pour Smart Global Governance, Laurent Luce pour Altares DEB. Merci aussi à la FGE, au Cercle Montesquieu, au groupe de travail, piloté de main de maître. Il faut les remercier déjà par Maëlys Crouza et Cécile Amado, donc il ne faut pas les oublier. Merci pour tout le travail qu'elles font dans ce groupe de travail. Merci à vous d'avoir participé à ce nouveau Legal Lab 2.0 de Day One. On vous retrouve dans d'autres Legal Labs sur d'autres sujets. Le sujet n'arrête pas pour les directions juridiques et directions compliance pour apporter encore et encore toujours plus de valeur pour les entreprises. Merci infiniment. Excellente journée à tous. Et au revoir. Merci Olivier. Merci bien. Au revoir. Merci Olivier. Bonne journée. Au revoir.